Selon le Conseil du café cacao depuis 2012, la Côte d'Ivoire a retrouvé une trajectoire de croissance forte et soutenue d'environ 9%. Jusqu'en 2015, cette performance de l'économie ivoirienne est le fruit d'un assainissement du cadre macroéconomique et de réformes engagées dans divers secteurs d'activité économique, notamment le secteur agricole. Dans le cadre de la journée dédiée à la Côte d'Ivoire, cette émission abordera les grands enjeux de l'économie ivoirienne, donc de l'agriculture ivoirienne, moteur du développement économique du pays. Bienvenue à tous. Et pour en discuter, nous sommes en compagnie de M. Aristide Romaric Goné. Il est expert agronome, spécialiste du cacao, coton, cajou, ingénieur financier, fondateur d'un réseau de consultants et spécialiste en ingénierie financière et agriculture, avec ses membres présents dans plusieurs pays d'Afrique francophone, notamment la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Togo, le Burkina Faso et la Guinée. Bienvenue, M. Aristide Goné. Merci beaucoup. Avec vous, Madame Awa Traoré Bamba, elle est la directrice générale de la société coopérative agricole avec conseil d'administration de Yakassé à Tobrou, qu'on appelle Kopka Kayat. Bienvenue, Madame. Merci, monsieur. Et vous avez été meilleure coopérative Afrique en diversification et deuxième meilleure coopérative café de Côte d'Ivoire. Félicitations. Merci, monsieur. Qu'est-ce qui a joué en votre faveur, Madame? D'accord, je pense que c'est le travail bien fait. Voilà, le milieu agricole, on s'est dit que c'est un milieu qui est informel, alors que ce n'est pas du tout vrai, qu'on y met du sérieux et qu'on arrive à professionnaliser ce milieu. Oui. Je pense que ça ne peut que donner que de bons résultats. D'accord. Au cours de l'émission, nous aurons l'occasion de voir effectivement quelques résultats ou ce qui a joué en votre faveur. Monsieur Goné, on a l'habitude d'entendre cette phrase emblématique: le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Quelle explication de cette phrase? Merci beaucoup. Une explication assez simple. Depuis l'indépendance, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, M. Félix Houphouët-Boigny, le président Félix Houphouët-Boigny, a opté pour le développement de l'agriculture comme axe hautement prioritaire pour amener la Côte d'Ivoire à un stade de pays émergents. Et durant la crise financière, durant 20 ans, la crise financière à partir de 1980, la Côte d'Ivoire a tenu grâce à son économie agricole. L'agriculture a pu soutenir en fait ce développement, a permis de pouvoir faire face aux charges, aux salaires, au paiement des différents salaires de l'État, disons des fonctionnaires de l'État. Donc l'agriculture a permis de pouvoir soutenir l'économie ivoirienne. Et ça a permis de maintenir un certain équilibre qui a fait vraiment du succès de la Côte d'Ivoire. D'accord, très bien. Et depuis les années 70, grâce à l'agriculture, on était à un même niveau de développement que les pays aujourd'hui comme le Japon, la Corée du Sud. Donc, cette agriculture a une histoire, et cette histoire-là a permis vraiment à la Côte d'Ivoire d'être aujourd'hui une locomotive pour... On avait parlé même de miracle ivoirien dans le temps. Mais de miracle ivoirien. D'accord, très bien. Au niveau de l'agriculture, les femmes sont beaucoup représentées, elles sont dans toutes les chaînes de valeur. Vous, madame, en tant que directrice générale de cette société coopérative, qu'est-ce qui vous envoie au niveau, dans le milieu agricole, le choix de ce secteur? D'accord. Je pense que dans le milieu agricole, c'est vrai, il y a beaucoup de femmes qui interviennent dans la chaîne. Malheureusement, ces femmes ne sont pas mises au devant. Et même quand on rentre dans les coopératives, on ne voit pas les femmes généralement à la tête de ces sociétés. Et donc pour moi, c'est un challenge, c'est de démontrer que la femme peut être à la tête d'une société coopérative. Bien vrai que c'est dirigé beaucoup par les hommes, mais mener à bien les activités pour avoir un succès. C'est dans ce sens que je me suis intéressée à ce secteur. Et on dirait que vous menez des mains de maître à cette société coopérative. En témoignent les chiffres que vous avez faits. Selon la Banque mondiale, le secteur agricole représente 22% du PIB de la Côte d'Ivoire, 50% des recettes d'exportation et les 2/3 des sources d'emploi et de revenus de la population. Monsieur Goné, en tant qu'expert, quelle est l'explication simple de ce que la Banque mondiale dit? Je pense que je vais d'abord expliquer simplement ce que c'est que le PIB. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. C'est un indicateur macroéconomique
qui permet de mesurer en fait la production de la richesse au sein d'un pays. Et le secteur agricole aujourd'hui représente 22% de ce secteur-là. Et cet indicateur est mesuré au cours d'une année. Et la variation d'une année à une autre permet de définir ce qu'on appelle le taux de croissance économique d'un pays. Donc, un secteur qui représente 22% du PIB démontre en fait l'importance de ce secteur-là pour l'économie ivoirienne. Et ça, c'est 22%, c'est parce que c'est seulement un tiers de la transformation. On n'a même pas encore atteint notre potentiel. Voilà, notre potentiel de croissance, de développement. 50% des recettes d'exploitation, vous voyez déjà le seul secteur agricole, en dehors des hydrocarbures, des mines. Le seul secteur agricole représente 50% des recettes d'exploitation. Recettes, c'est le chiffre d'affaires, c'est les échanges commerciaux entre un pays, entre les entreprises intérieures et les autres pays. Donc c'est quelque chose de vraiment très important, capital. L'agriculture aujourd'hui, lorsqu'on prend la population active en âge de travailler de 18 ans, on part peut-être jusqu'à 50 ans, on a 70%, disons 2/3 de la population active qui est dans le secteur agricole. Donc le secteur agricole a un impact très important sur l'emploi, sur l'éducation, sur même la pauvreté. C'est le secteur agricole qui permettra à la Côte d'Ivoire de passer un cap de produits à transformation primaire à produits industrialisés. Pardon. Donc, l'agriculture aujourd'hui ivoirienne a des potentialités énormes et si elle est exploitée, elle pourra résoudre beaucoup de problématiques au niveau de l'économie. D'accord, et puis vous au niveau de la coopérative, vous faites un travail formidable. Comment êtes-vous organisé au niveau de cette grande coopérative? Parce que vous êtes sur le terrain, on parle des chiffres, c'est vrai, mais pour produire les chiffres, il y a des personnes qui travaillent. Effectivement. Je pense que la coopérative agricole de Yakassé à Togo a été créée le 19 octobre 2010, au départ avec 283 membres. Et aujourd'hui, nous sommes à 3018 membres. Au niveau de la coopérative, il y a un conseil d'administration qui est composé de 12 membres, dont le président est M. Traoré Sina. Et après le conseil d'administration, il y a la direction, dont j'ai l'honneur d'assurer, avec 26 salariés déclarés et 16 manutentionnaires. Et aujourd'hui, il faut dire que la CAIAT fait de l'exportation, est certifié Fairtrade, OUS et Rainforest Alliance au niveau du cacao. Qu'est-ce que ça veut dire, cette certification? Simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Cette certification signifie que nous faisons de la qualité. Nous nous conformons à certaines normes internationales. En matière d'hygiène, en matière d'hygiène, de préservation de l'environnement, de protection d'enfants. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Voilà, pour pouvoir faire ce cacao. Voilà, donc en dehors de cela, il y a 38 groupements de producteurs qui sont répartis dans 2 départements, à savoir celui d'Azopé et celui de Yakassé à Tobrou. Et donc, ce sont ces 38 groupements qui collectent le cacao et qui nous envoient dans les magasins centraux. Et après cela, nous les évacuons au niveau d'Abidjan. Donc vous avez vraiment un rôle très très important dans la chaîne, oui. dans la chaîne de valeur. Vous, Monsieur Egoné, vous êtes aussi un homme de terrain. Vous avez des fois rencontré des sociétés coopératives. Oui. Parlez-nous de ce qui se passe sur le terrain, les conditions de travail. Les conditions de travail des sociétés coopératives, pour mon expérience, il faut dire que les sociétés coopératives rencontrent beaucoup de difficultés. La première difficulté, on le sait tous, c'est l'accès au financement. C'est un peu difficile pour les sociétés coopératives de pouvoir accéder au financement, surtout dans les périodes à partir de janvier, février, mars, c'est assez compliqué.
les banques ne font pas assez confiance aux sociétés coopératives parce que les sociétés coopératives ne sont pas assez structurées. Ne sont pas assez structurées au niveau de l'organisation, au niveau de la stratégie, du management, de la gouvernance et de la gestion également. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que c'est très facile pour un agriculteur de comprendre la finance qu'un financier de comprendre l'agriculture. Pourquoi? Les deux secteurs sont assez opposés et ils ne parlent pas très souvent le même langage. Donc, c'est pour avoir la chance d'être à cheval entre ces deux secteurs, je peux dire que il faut que les agriculteurs ou bien les sociétés coopératives essaient de vraiment s'adapter, d'essayer de mieux se structurer et les banques également, les sociétés financières aussi, d'adapter leurs produits au vécu ou bien aux réalités du terrain. Et les sociétés coopératives, ce serait intéressant que les sociétés coopératives intègrent ce qu'on appelle l'ingénierie financière dans leur stratégie de développement, leur stratégie de transformation. Ça permettra de donner un poids ou bien plus de confiance aux financiers, voilà, qui sentiront moins de risques à s'engager à financer les sociétés coopératives. C'est pour ça que les cabinets en stratégie financière sont vraiment très importants et j'invite les sociétés coopératives à mieux se structurer avec ces cabinets. D'accord. Au niveau de la COP Kayak, vous êtes spécialisé dans le café, dans le cacao et tout, vous faites aussi de la diversification. Dites-nous un peu comment votre travail se fait à la chaîne jusqu'à l'exportation. Vous avez déjà dit que vous travaillez avec plusieurs planteurs, le nombre ne fait que s'agrandir. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. D'accord. Je pense que dans tout travail, il faut une certaine organisation. Oui. Et nous, d'abord, nous formons nos producteurs à bien traiter le cacao. La formation, elle porte sur quoi? La formation porte sur la qualité. La qualité, oui. Oui. Pour pouvoir bénéficier du prix Bourgeon, je pense que le Conseil Café Cacao même a mis en place certaines règles qu'il faut respecter. Il faut bien trier, il faut bien sécher, il faut respecter le délai de fermentation qui est de 6 jours pour que vraiment on ait un bon cacao de qualité par exemple. Et donc lorsque ce producteur se conforme à tous ces normes, on passe au séchage et après ça on met dans des sacs jute. Voilà, il ne faut pas mettre dans des sacs nylon. Et donc, dans chaque groupement, on a un représentant qu'on appelle communément le délégué. Et donc, c'est le délégué qui se charge de faire la collecte au sein du groupement. Le groupement appelé généralement aussi section. Et quand il collecte le cacao, quand il est prêt, il appelle à la base, c'est-à-dire au siège ou bien dans l'une des divisions pour dire que son cacao est prêt. Et là, on envoie un camion pour les canters, les véhicules de collecte, pour prendre le cacao, qui est convoyé toujours par le délégué jusqu'au magasin central. Et arrivé là-bas, on fait la pesée. Et lorsque c'est fait maintenant, il va à la coopérative récupérer son chèque. D'accord. Pendant une année, une bonne période, les planteurs, les agriculteurs sont au travail. Est-ce qu'ils bénéficient du fruit de leur travail? Comment êtes-vous organisé justement à la COP Kayak du point de vue social pour que vos travailleurs puissent sentir le bénéfice? D'accord. Je l'ai dit tout à l'heure que nous étions certifiés. Nous bénéficions de beaucoup de certifications. Donc pour dire qu'en dehors du prix qui est du Bourgeon que l'État de Côte d'Ivoire garantit, les producteurs bénéficient aussi d'une prime de certification qui varie d'un certificat à un autre. Et donc, au sein de la coopérative, la prime que nous percevons, nous réinvestissons cette prime dans la communauté en tenant compte des besoins de cette communauté parce qu'on sait que le gouvernement, à lui seul, l'État à lui seul, ne peut pas tout faire. Il faudrait qu'en tant que bons citoyens, en tant que des dignes fils de ce pays, nous construisons notre pays, nous
puissions apporter notre pierre à l'édifice. C'est dans ce sens que nous prenons cette prime pour, par exemple, construire des écoles maternelles pour permettre aux plus petits de rester là-bas, pour ne pas aller au champ parce que le travail des enfants est interdit. Et nous construisons des panneaux solaires dans des zones vraiment reculées où il n'y a pas d'électricité pour permettre aux enfants d'étudier. Parce qu'il ne suffit pas de leur dire d'aller à l'école. Mais il faut créer un cadre qui permet à ces enfants aussi de pouvoir étudier comme ceux de la ville. Nous construisons aussi des pompes hydrauliques. C'est vrai, il y a le conseil Café Cacao qui le fait, mais la demande est forte. Donc nous, on se permet même de mettre en place des pompes hydrauliques pour permettre à nos communautés de pouvoir avoir de l'eau potable, pour ne pas tomber malade aussi. Et puis, deuxièmement aussi, c'est pour éviter le port des charges lourdes des petites filles. Voilà, parce que tout ce que nous faisons, nous prenons en compte certains aspects. Donc, votre société coopérative est actrice, on dira, de développement secondaire. La Côte d'Ivoire est adhérent mondiaux dans le domaine de l'agriculture, avec par exemple le café, le cacao, l'anacarde, le coton. Quel est l'impact de ces différents rangs mondiaux sur l'économie ivoirienne et sur certainement le producteur lui-même? Oui, effectivement, la Côte d'Ivoire a des rangs honorables, au niveau de l'agriculture mondiale, africaine mais aussi mondiale. L'enjeu est très important. Il permettra d'attirer ce qu'on appelle l'investissement privé, voilà, au sein du pays pour pouvoir vraiment augmenter la performance de notre économie. Ces investissements privés auront un impact évidemment sur l'emploi, sur l'éducation, sur le revenu du petit producteur. Et cette performance de notre agriculture nous donne un rôle de leadership au niveau sous-régional, parce qu'après le Nigeria, le géant Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire au niveau économique. Et ça ouvre beaucoup de potentialités de développement et d'impact du revenu du producteur. Donc c'est très important déjà de pouvoir maintenir ce niveau de performance, et ces investissements privés qui seront attirés par ce niveau de performance pourront nous permettre de passer à une autre étape de la transformation, où le revenu même du producteur pourrait être doublé, même triplé. D'accord, je voudrais qu'on parle maintenant de quelques chiffres en matière de l'évolution de la production et même de l'exportation. Au niveau de la coopérative, quels sont les chiffres que vous avez par rapport à la production que vous faites? Et on verra les chiffres au plan national. D'accord. Au niveau de la COP4, nous avons une production annuelle estimée à 8 000 tonnes. 8 000 tonnes. 8 000 tonnes au niveau du cacao. Au niveau du café, nous avons une production annuelle estimée à 2 500 tonnes. D'accord. Ouais. Au niveau maintenant... Au niveau national, si on prend les chiffres du cacao, en 2012-2013, on était autour de 1 500 000 tonnes de cacao. Nous sommes passés ensuite, en 2015, à 1 700 000 tonnes de cacao. Et l'année passée, on était autour de 1 800 000, 1 900 000 tonnes. On a avoisiné même les 2 millions de tonnes de cacao. Donc là, en moins de 10 ans, on voit l'impact vraiment des actions et du gouvernement ivoirien, de l'importance que le gouvernement accorde au développement de l'agriculture, sur la productivité, donc sur le revenu des petits producteurs. Parce qu'on est passé de 1 500 000 en 2012, après la crise de 2011, et aujourd'hui nous sommes autour de 2 millions de tonnes, soit près de 500 000 tonnes d'augmentation. Aujourd'hui, il y a un conseil coton anacarde. Oui, il y a un conseil coton anacarde qui a permis de structurer la filière coton anacarde. Nous sommes passés en 2017-2018 au zonage qui a permis d'avoir un impact sur le nombre de producteurs. Nous sommes passés de 90 000 environ à plus de 100 000 producteurs, et nous étions en 2016 autour de 300 000 tonnes de coton graines, et nous sommes passés aujourd'hui à plus de 450 000 tonnes. Donc vous voyez l'impact de cet outil
qui est le conseil coton en ACAD, qui a été mis en œuvre par le gouvernement sur la productivité et sur le revenu aussi du producteur. Parce que le producteur, le revenu moyen du coton, par exemple, le rendement moyen était autour de 800 kg à l'hectare. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont autour de 1 tonne 200, 1 tonne 300. Ça fait 1300 kg à l'hectare. Donc vous voyez l'écart, l'importance qu'il y a eu sur le revenu du producteur. D'accord, on revient sur la COP Kayat. Quelle est pour vous l'importance de la diversification? Il y a aussi les cultures vivrières. Comment vous organisez à ce niveau-là pour contribuer à la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire? D'accord, je pense que la diversification, il faut le voir à deux niveaux. Au niveau des cultures d'exportation, par exemple, au niveau de la Kayat, c'est vrai que nous faisons le cacao, mais nous faisons aussi le café, l'anacate. De telle sorte que le jour où il y a des spéculations qui font que le prix mondial chute, on peut se rattraper avec le café ou bien on peut se rattraper avec le prix de l'anacate toujours pour pouvoir évoluer, progresser. Donc, pour dire que c'est très très important de diversifier les activités pour être à l'abri des spéculations. Maintenant, au niveau de la diversification, au niveau des cultures vivrières, je trouve que c'est très important parce que le café, le cacao, c'est vrai, nous le produisons, mais nous, l'Ivoirien, ne sait pas ce qu'il consomme au quotidien. Et donc, on ne peut pas tout le temps en train d'exporter. Mais si nous-mêmes, on arrive à produire suffisamment, je pense que ça va permettre de lutter contre la famine dans les zones rurales. Ça va permettre aux femmes d'avoir des revenus additionnels. C'est dans ce sens que dans notre politique sociale, nous mettons un accent particulier sur l'autonomisation des femmes. Donc, au sein de la coopérative Kayat, il y a une association de femmes qui est composée des femmes productrices, c'est-à-dire celles qui ont accès à la terre, qui sont des propriétaires de terre, et les épouses de producteurs, parce qu'elles aussi, elles interviennent dans la chaîne, mais on ne voit pas trop leur travail. Donc, ce sont des femmes qui sont formées en entrepreneuriat agricole pour pouvoir avoir aussi des revenus additionnels et pouvoir mieux s'occuper de leurs enfants. On se souvient que la première dame a rendu visite à votre coopérative et même le gouvernement s'est rendu dans vos champs qu'on a considérés comme des champs écoles. Oui, effectivement, on a eu la visite de la première dame qui était vraiment beaucoup impressionnée par tout ce que nous abattons comme travail au sein de la coopérative parce que nous prenons en compte le volet genre, nous prenons en compte la protection du droit des enfants et en plus de cela aussi, nous menons des actions qui permettent de préserver l'environnement parce que nous distribuons aussi des plans d'arbres d'ombrage pour pouvoir vraiment reboiser. Et puis, en plus de cela, nous avons une radio de proximité même au sein de la coopérative pour pouvoir toujours former, sensibiliser, faire la promotion du genre. D'accord, très bien. Parlons maintenant du PNIA, le plan national d'investissement agricole, deuxième génération, les enjeux. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Parlez-nous des enjeux du PNIA. Le PNIA a connu une première phase, le PNIA première génération, mais le PNIA c'est le programme national d'investissement agricole. Et l'objectif majeur était de pouvoir avoir un impact sur la productivité, sur la qualité et sur la transformation. C'est-à-dire permettre à la Côte d'Ivoire, mais aux petits producteurs, d'augmenter son revenu par des actions, par des activités stratégiques qui ont été mises en œuvre par le gouvernement. Et les résultats ont été très intéressants. Je vous ai donné tout à l'heure le chiffre du coton, où le producteur moyen qui était en 2012, comment je rentrais dans le coton à 800 kg, à 600 kg, qui se retrouve au double, à 1200 kg. Donc vous voyez l'impact qu'il y a eu au niveau de la productivité et au niveau du revenu du producteur. Et là nous sommes, le PNIA 1 c'était un investissement de plus de 2 milliards 40 dans tous les secteurs, au niveau des cultures de rente, au niveau des cultures vivrières, au niveau
du maraîcher. C'était vraiment dans tous les secteurs. Et le PNA 2 qui est en cours, de 2018 en 2025, vient dans un premier temps pour pouvoir renforcer, consolider tous les acquis du PNA 1 en termes de productivité et aussi passer l'étape de la transformation. C'est-à-dire aujourd'hui nous sommes autour de un tiers des produits transformés. L'État veut passer à plus de 50% des produits transformés, mais qui pourront vraiment permettre de moderniser l'agriculture, de pouvoir développer effectivement l'agriculture. D'accord, très bien. Nous sommes déjà en train de conclure cette émission. Pour que la Côte d'Ivoire conserve ses différents rangs mondiaux et même fasse plus, vous, qu'est-ce que vous avez comme proposition? Pour pouvoir toujours garder nos rangs mondiaux, je pense qu'il est l'heure de passer à la mécanisation de l'agriculture. Parce qu'il faut le dire, dans nos communautés, vraiment, le travail est pénible. Tout se fait avec la main, la machette. Vraiment, c'est pas facile. Aujourd'hui, la main-d'œuvre commence à se faire de plus en plus rare. Il faudrait que l'État arrive à rendre ce secteur plus attrayant, plus attractif. Emmener les jeunes à ne plus quitter les villages, à rester. Et je pense que ce qui peut nous amener à rester, à bien développer ce secteur pour que la Côte d'Ivoire soit toujours la meilleure en termes de production agricole, c'est de pouvoir moderniser le secteur. De créer aussi, tout à l'heure, monsieur... Rapidement. Voilà. Tout à l'heure, il parlait des coopératives qui doivent se professionnaliser davantage. Mais moi, je pense aussi qu'il faut créer des tests qui soient vraiment adaptés aussi à nos réalités quand il s'agit des finances. D'accord. Merci Madame Awa Traoré Bamba. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de la coopérative, Société coopérative agricole avec conseil d'administration de Yakase Atobrou, COP Kakayat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec vous, Monsieur Aristide Romaric, ingénieur expert agronome, spécialiste du cacao, du coton, du cajou, ingénieur financier. Merci d'être venu. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.